Si demain, au final, l'IA sait écrire des offres d'emploi, sait s'auto-feedbacker pour améliorer les offres d'emploi, pour pouvoir avoir ce genre de choses, t'as plus besoin de les écrire. Donc pourquoi tu veux continuer en fait à avoir ça ? Si on prend ce cas-là et que tu dois rédiger ton job, je sais pas, une centaine à l'année, moi ce que je suis en train de dire, c'est que ça veut dire qu'il ne faut pas confier les 100 à l'IA à partir du moment où tu as trouvé une manière dont tu es satisfait du résultat. Il faut en garder une par mois. Moi je considère qu'on a créé des IA dans ma définition imparfaite. Le Barbu qui parle RH, c'est du miel dans vos AirPods. Bienvenue dans le monde du RH qui bouge et qui prépare aujourd'hui le monde de demain. Moi, c'est Nico. Je travaille dans les RH depuis plus de 15 ans. Et je vous partage mon expérience à travers des clés et des interviews super stimulantes. Et pour nous accompagner, ce podcast est soutenu par le Figaro Emploi et a été produit dans leur magnifique studio parisien. Vous êtes prêts ? Attachez vos ceintures, c'est parti ! Bonjour à toutes et à tous, alors merci d'être présents pour ce nouvel épisode du podcast du Barbu qui parle RH et aujourd'hui on va parler d'un sujet que tout le monde a déjà traité des milliers de fois, on va parler d'intelligence artificielle. Mais on va essayer de le prendre sous un nouvel angle d'approche, non seulement pour parler d'un sujet qui intéresse les entreprises et les RH, c'est-à-dire le sujet du feedback, mais aussi et surtout pour débunker l'histoire et pour savoir si l'IA est vraiment plus intéressante que l'humain sur cet aspect de feedback dans les RH. Et pour parler de ce sujet, j'ai l'immense plaisir et honneur d'accueillir Pierre Monclos. Salut Pierre, comment ça va ? Ça va très bien. Et toi, Nico, merci pour l'invitation déjà. Merci à toi d'être venu. Écoute, ça va très bien parce qu'on va parler du sujet que tout le monde a fait un milliard de fois, c'est-à-dire l'IA, mais on va le prendre sous un nouvel angle. Et quand on a préparé ce podcast, franchement, tu m'as exposé des trucs où je me suis dit, mais c'est trop cool parce qu'on n'en parle jamais. Toi, probablement, tu en as déjà parlé, mais en tous les cas, on l'entend très très peu. Mais avant de pouvoir commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et dire à tout le monde pourquoi je suis super content de t'avoir ici ? Parce qu'il y a encore quelques personnes qui ne te connaissent pas. Moi, je m'appelle Pierre Monclos. J'ai été pendant 10 ans entrepreneur RH et DRH dans la même boîte. Donc, j'ai baigné dans les RH dans tous les sens du terme. Et depuis 2 ans, je fais des conférences et je crée des contenus autour du future of work et notamment de l'impact de l'IA sur les ressources humaines et sur le travail, avec un prisme qui m'est très cher, c'est que ce soit concret et pragmatique. Moi, je ne suis pas un bon prospectiviste, je pense, et de toute manière, faire de la prospective et imaginer où on en sera dans 3 ans, alors que la plupart des vrais experts se plantent quand ils prédisent à 12-18 mois. Là, on regarde où on en est aujourd'hui des évolutions technologiques, comment ça impacte le travail, et donc, quand on est RH ou manager, comment on fait face à ces milliers de problèmes complexes qu'amène l'IA, même si elle amène aussi des opportunités. Et je fais ça sur LinkedIn notamment, j'ai une newsletter, IA et RH, j'ai un groupe WhatsApp réservé aux RH où on se partage sans jugement nos bonnes pratiques pour se faire progresser les uns les autres. On vous mettra d'ailleurs tout ça en commentaire si jamais vous voulez rejoindre la communauté de Pierre. Mais je vais déjà te poser une première question. Qu'est-ce qui t'a fait basculer de RH-DRH à l'IA et au côté conférence ? Qu'est-ce qui a fait la bascule ? Alors il y a 2 ans, bien évidemment, l'arrivée et l'explosion de l'IA générative notamment, mais qu'est-ce qui a fait que tu as basculé ? C'est pas si logique que ça, parce que justement, il y a un peu plus de 2 ans, quand c'est arrivé, moi, l'IA, on me l'avait déjà vendu plein de fois quand j'étais DRH. Et en fait, à chaque fois, c'était du marketing et c'était pas vraiment de l'IA derrière. Donc pour moi, IA, c'était synonyme de bullshit. Mais vu que là, ça n'arrivait pas par les mêmes canaux et que je voyais qu'il y avait vraiment des progrès, je me suis dit, je vais tester dans mon quotidien. Et ma perception, je me suis dit, c'est la première fois que j'ai l'impression que la technologie va répondre aux promesses qu'on a eues il y a 10-15 ans avec le digital, qui allait vraiment révolutionner les RH. Alors ça a amené quelques éléments de bien, mais ça a amené beaucoup plus de boulot, de charge, de complexité. Et l'IA avait l'air de pouvoir tenir cette promesse. Donc je m'y suis mis, mais c'était mes derniers mois de DRH. Je voulais faire une pause pro. Et vu que je m'y suis mis et que j'ai communiqué un petit peu dessus, on a commencé à me dire « viens faire un webinaire, une conférence ou autre, ce que j'ai fait pour le plaisir ». Et en fait, quand j'ai vu à quel point il y avait des demandes et mon nombre de sollicitations et que j'avais du temps, j'ai dit « vas-y, j'en fais mon métier, on verra où ça me mène ». Et voilà, tu vois, 2 ans après, je suis toujours dans ces sujets qui évoluent constamment et il y a plein de besoins. Et j'ai l'impression, c'est le sens de mon job, d'aider les RH à mon tour, parce que moi, on m'a beaucoup aidé quand j'étais RH en start-up, j'ai appris sur le tas, en leur donnant les meilleures pratiques des boîtes. Tu vois, je vais interviewer des boîtes ou autres. Donc j'ai l'impression d'aider, et quand j'aurai plus cette impression, je changerai ou je redeviendrai DRH. Trop cool, mais en même temps, ce qui est super intéressant dans ton approche et dans ce que tu proposes, c'est que tu es un vrai RH, tu es un vrai DRH qui propose aujourd'hui une utilisation de l'IA, ou tout du moins qui présente ce qu'on peut en faire. Et ça, je trouve ça hyper cool, parce que dans la majeure partie du temps, c'est des personnes qui ont monté une solution IA, donc c'est des techs ou des sales qui sont sur le sujet, donc qui ont une vision, qui peuvent avoir une connaissance du sujet. Tu vois, moi-même, tu le sais, j'avais testé un truc dans une boîte IA auparavant.
je travaille dans les RH depuis 18 ans maintenant, mais j'ai jamais été RH ou DRH. Donc même si je peux potentiellement percevoir ou projeter certaines choses, je ne l'ai pas vécu. Et toi, tu l'as vécu. C'est-à-dire que ce que tu proposes aujourd'hui et ce que tu présentes et le sujet du jour qu'on va pouvoir évoquer, bah, tu vas l'évoquer avec ta connaissance réelle du métier, des problématiques que ça a amené et des solutions que ça peut apporter. Je trouve ça hyper intéressant. Ouais, bah, ma crainte, c'est de refinir un jour dans une tour d'ivoire à ne plus exercer le métier parce que c'est les speakers qui m'ont le moins intéressé quand j'étais DRH. C'était ceux qui commençaient à être en décalage par rapport à la réalité du terrain. Donc pour faire ça, j'interviewe beaucoup de monde, mais je t'avoue que c'est assez précieux ce que tu décris parce que c'est ce que j'essaie de garder. Sinon, je pense qu'on n'amène plus assez de valeur et c'est pour ça que je t'ai dit, sinon je passerai à autre chose. Trop cool. On va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler de feedback, d'IA et les faits que l'IA révolutionne le feedback RH. Mais avant toute chose, on va se poser la question, pourquoi le feedback ? Donc, on parle souvent de ce sujet-là, du feedback en entreprise, du feedback pour les RH. Toi, ton point de vue, pourquoi il est si important ? Pourquoi il peut vraiment faire changer les choses ? Je pense que c'est important encore aujourd'hui, juste parce que c'est une manière de se dire les choses et de se faire progresser les uns les autres. Et rien que cette petite phrase, elle a une valeur, je pense qu'on sous-estime. Il y en a besoin dans la plupart des organisations. Même les organisations apprenantes les plus matures sur ces sujets-là, ils ont à un endroit des problèmes où ils ne se disent pas assez les choses, où ils ne se font pas assez progresser. Et ils cherchent des solutions, des formations clés en main, des trucs comme ça. Et souvent, je pense que la solution, elle réside plutôt dans, si on arrivait à se dire franchement les choses dans un but de se faire progresser et avec assez de bienveillance pour pas qu'on se sente jugé, ça résoudrait 1000 choses déjà dans l'entreprise et dans la société au global, n'en parlons pas. Je pense que c'est pour ça. Et nous, la définition qu'on avait chez Youno quand on a mis en place le feedback, parce que nous, on l'a découvert, on ne se faisait pas en tout cas pas de bon feedback, on a retenu la définition d'une opportunité de progrès. Et j'avais jamais pensé à ça. Pour moi, un feedback, c'était plus on dit quelque chose quand t'as pas bien fait quelque chose. C'était ça ma croyance. Et quand j'ai vu que ça pouvait être juste une opportunité de progrès, ça a shifté dans mon cerveau. Je me suis dit, en fait, j'avais rien compris à ce sujet. Trop dommage, on est passé à côté d'un des outils les plus puissants, plutôt que d'aller chercher des solutions ou d'autres trucs qui brillaient plus, mais qui avaient beaucoup moins d'impact que le feedback. Est-ce que tu penses que la société et les sociétés en France sont prêtes justement à ça ? Parce que c'est ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on a tendance à penser que le feedback est quelque chose de négatif. C'est-à-dire quand tu as fait quelque chose de pas bien, on te fait un feedback sur quelque chose de pas bien. Nous, on a l'habitude, alors moi je fais souvent de parallèles avec le sport, parce que j'ai fait du sport un peu à un bon niveau quand j'étais plus jeune. On a l'habitude d'avoir beaucoup de feedback dans le sport sur ce que tu fais de bien, sur ce que tu fais de mal, du feedback direct, du feedback à froid, du feedback à chaud. On a l'habitude d'avoir tout ça et on sait que ça nous fait progresser. On a besoin de ça pour progresser, pour aller de l'avant. Mais j'ai l'impression, moi, depuis que je suis rentré dans le monde de l'entreprise, que cette attitude sportive que moi j'amenais, parce que j'ai aucun problème là-dessus, justement, on en parlait en off, j'ai aucun problème à dire les choses au champ, au contraire, parce que j'attends que les gens me disent quelque chose. Est-ce que tu penses qu'on n'est pas dans une mentalité en France qui a du mal avec cette culture du feedback ? Ça, c'est juste avant de passer au côté IA, est-ce que tu penses qu'on n'a pas de mal là-dessus ? Il y a encore du mal. Il y a eu des progrès parce que dans les... un peu avant le Covid, il y a eu un essor de ce sujet qui a été repris par les médias et donc qui a fait parler, et il y a eu des prises de conscience de en fait le feedback ça peut nous aider. Donc il y a eu pas mal de boulot qui a été fait et notamment initié par, je ne sais pas si tu connais, Stéphane Moriou, qui hélas nous a quittés l'an dernier, mais qui est un peu le pape du feedback, qui est la personne qui l'a décrit avec le plus de pédagogie possible. Et donc il y a eu une prise de conscience. Mais ce qui s'est passé dans beaucoup de boîtes, c'est qu'il y a eu cette prise de conscience. Ils ont développé une culture du feedback différente selon les boîtes, mais c'est un peu retombé après parce que c'était plus la priorité. Ça a été l'une des prios, sauf qu'en fait, le feedback, si on veut garder une culture du feedback, pour pas que les mauvaises habitudes reviennent par la fenêtre, il faut que ça reste dans les priorités. Et c'est dur de soutenir dans le temps une culture du feedback parce que très rapidement, on peut se dire « Bon, allez, là, je vais un peu moins mettre les formes » ou « C'est bon, on s'est fait 10 fois un feedback à l'oral, je vais m'autoriser maintenant à faire un feedback à l'écrit. » Sauf que peut-être que la personne n'est pas prête. Donc, c'est un sujet qui devrait durer. Et je pense que c'est pour ça que les boîtes, pour répondre à ta question, sont pas encore totalement à l'aise avec une vraie culture du feedback, sauf peut-être quelques exceptions. En France ou dans d'autres pays, on n'est pas les seuls concernés. On dit que souvent, c'est peut-être la culture française. Moi, je suis pas trop d'accord avec ça. Chaque pays a des problèmes par rapport à sa culture en lien avec ce qu'implique le feedback, qui est de se dévoiler, de s'autoriser à dire quelque chose à quelqu'un,
pour le faire progresser ou lui faire remarquer qu'il aurait pu faire différemment quelque chose, bon, c'est pas gagné. Ouais, on a l'habitude en France d'être un peu trop, alors peut-être dans les autres pays, hein, je connais pas suffisamment, mais d'être un peu trop consensuel, tu vois, cet esprit soi-disant corpo, genre t'es pas corpo parce que tu dis des choses qui vont pas ou tu mets les pieds dans le plat. Et pour moi, être corpo, c'est justement mettre les pieds dans le plat, c'est faire en sorte de dire, bah écoute, s'il y a un truc qui va pas, tu le dis, quoi, tu vois, t'avances, tu dis, je suis pas d'accord avec ci, je suis pas d'accord avec ça, c'est pas pour ça que tu vas pas faire et écouter et faire ce qu'on te demande, mais au moins tu exprimes ton point de vue, quoi. Mais tu vois, c'est tellement dommage, et ton parallèle avec le sport, tu vois, c'est un des rares parallèles que je trouve bon entre le sport et les RH et le management, c'est le feedback. Enfin, les meilleurs champions dans tel et tel domaine sportif, c'est parce qu'ils ont des feedbacks et qu'ils s'autorisent à s'en faire les uns les autres, notamment dans les sports collectifs, qu'ils arrivent à ces niveaux-là. Et les boîtes, elles cherchent de la performance, mais quand il faut vraiment faire du feedback, bon, elles font quelques formations, quelques sensibilisations, mais on sent que c'est rarement une vraie priorité, alors que même si on ne se souciait pas de l'humain, c'est-à-dire même si on ne cherche pas l'opportunité de progrès, la bienveillance, et qu'on veut juste de la perf, il faudrait aller vers le feedback. Donc si en plus on se soucie de l'humain, bon, il serait quand même temps de s'y mettre avec conviction et pas juste pour l'afficher. Donc du coup, on dit que le feedback, on se soucie de l'humain, mais on va mettre les pieds dans le plat. Alors déjà, première question, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas préparé cette question, mais première question, comment l'IA peut nous aider à améliorer cette culture du feedback et cette utilisation du feedback? C'est la première question, mais qui est, sous-jacente avec la deuxième, qui est, est-ce que l'IA peut avoir un impact plus ou moins important que l'humain sur le feedback? Et là, je t'écoute. Alors là, ouais, il y a pas mal de choses à dire. Je pense que la première question qu'on peut se poser, moi c'est la première que je me suis posée, quand on mélange IA et feedback, c'est de se dire, attends, est-ce que l'IA, elle va vraiment nous aider sur un sujet aussi humain qu'est le feedback d'une personne à une personne. Il y a une seule étude qui a été menée pour l'instant, c'est en Europe et c'est en Suisse, donc on peut considérer que c'est une culture comparable à la culture française. À l'EPFL, à Lausanne, ils ont fait une étude auprès de 450 étudiants et il y a deux résultats intéressants. Le premier, c'est que les étudiants, ils font plus confiance à un feedback humain qu'au feedback d'une IA. Alors que, c'est une idée reçue, je ne sais pas si elle est vraie ou pas, on se dit que les profils les plus jeunes et juniors vont beaucoup plus chercher les opportunités de l'IA. Donc si même ceux qui sont plus confiants envers l'IA ont quand même plus confiance dans l'humain que dans l'IA, ça va poser des questions si demain on attend des feedbacks de l'IA. Mais deuxième résultat, ils sont plantés dans 40% des cas, ils ont cru qu'ils avaient un feedback humain par écrit alors que c'était de l'IA. Donc ça montre, et ça aura probablement évolué depuis l'étude, que l'IA, elle sait quand même répliquer les codes, y compris émotionnels, dont on a besoin pour qu'un feedback ait de l'impact sur nous. Donc une fois qu'on s'est dit ça, c'est la seule étude qu'on a à date, on peut se dire, ok, l'IA, elle pourra quand même nous aider, mais elle ne va pas chasser l'humain, et c'est tant mieux, et d'ailleurs, ce n'est pas le but. S'il y en a qui se posaient la question, donc comment est-ce qu'elle peut nous aider? De mille manières. Donc là, tu vas me dire quel chemin tu veux qu'on explore, mais elle peut soit nous aider à nous préparer à faire des feedbacks et ensuite on laisse l'IA de côté et on se fait des feedbacks entre humains, soit à analyser les feedbacks qu'on se fait pour aider à se faire de meilleurs feedbacks ou à faire remonter des sujets que n'auraient pas identifiés les managers ou les RH, soit, et là on va mettre les pieds dans le plat, à faire des feedbacks à des humains en situation de travail, en situation de formation, si on est OK pour progresser en ayant des feedbacks dont on sait qu'ils viennent de l'IA et du coup dont on accepte peut-être plus facilement pour certains que si c'était un feedback fait par un humain, parce que là on se dit il n'y a pas de jugement, c'est une IA. Donc il y en a qui vont préférer des feedbacks IA, d'autres préférer des feedbacks humains, et il va falloir qu'on voit comment on tire ça, si on veut garder la définition que je t'ai donnée tout à l'heure, qui est on en espère une opportunité de progrès. Le but c'est pas de savoir juste ça c'est pas bien fait, c'est ok j'ai pas bien fait ça, ou je l'ai bien fait, comment je peux mieux faire la prochaine fois, ou comment j'aurais pu faire autrement. Ça c'est si on peut avoir des progrès 24/24, 7/7, ce serait dommage de s'en passer. Mais du coup, comment tu fais concrètement pour avoir un feedback de la part de l'IA sur des sujets qui sont, enfin, sur n'importe quel sujet en entreprise? Tu vois, c'est quand même complexe parce que c'est-à-dire que tu dois intégrer une certaine partie de données à l'intérieur. Donc, comment tu fais pour collecter cette donnée de manière factuelle? Parce que c'est un peu le but aussi. Hein. On sait très bien que la problématique de l'IA, c'est la qualité des données et la manière dont tu lui retransmets ces données. Comment tu peux lui transmettre des données factuelles pour pouvoir avoir un feedback qui soit un feedback pertinent? Et je pourrais te poser des questions sectorielles, mais d'un point de vue général et puis d'un point de vue, si tu as 2-3 exemples, ça m'intéresse. Il y a plusieurs niveaux. Si on prend le premier niveau le plus simple, on décrit une situation, on prend une IA générative que moi j'appelle grand public, donc les plus connus, le chat de Mistral, ChatGPT ou Copilot. On décrit en promptant la situation dans laquelle on est, on donne les informations, toutes les informations nécessaires, et si on n'est pas sur une IA privatisée, sécurisée, on fait attention aux données personnelles, confidentielles, etc. Mais on peut anonymiser. Pour un feedback, il n'y a pas besoin de dire que c'est telle personne qui a eu telle action dans telle entreprise. Et là, on peut déjà
non pas demander directement à l'IA de nous faire un feedback, mais de dire, par rapport à cette situation, je vais avoir besoin d'un feedback, de quelles autres informations tu as besoin pour pouvoir me faire ce feedback. Et quand on fait ça, l'IA, souvent, elle demande d'autres infos, mais elle va aussi commencer à demander la manière dont on voudrait que soit fait le feedback. Parce qu'il y a plein d'approches différentes. Tu as des approches très directes, tu as des approches autour de la CNV, la communication non violente, pour les gens qui veulent un peu plus de pincettes, parce que c'est un sujet sensible pour eux. Donc ça, c'est on va dire la manière la plus basique qui est accessible à tout le monde, même avec les outils gratuits. Et alors, est sorti il y a quelques semaines un outil qui est gratuit aussi, qui s'appelle le Feedbackinator. Je trouve ça génial. Est-ce que tu connaissais le génie Akinator? Oui, tout à fait, je m'en rappelle. Il devinait n'importe quelle personne. C'est hallucinant. En posant des questions. Et souvent, en 6 ou 7 questions, un personnage fictif ou réel, il arrivait à trouver qui c'était. Mais il était Akinator, pour les plus jeunes qui ne connaissent pas, c'était hallucinant. Il pouvait te trouver tout. Tu y cherchais le personnage le plus inconnu du monde, il te le trouvait en, comme tu dis, 5 ou 6 questions, pas plus, quoi. D'ailleurs, et ça existe toujours pour celles et ceux qui veulent tester. C'est extraordinaire. Il y a une boîte qui s'appelle Fasterclass, ils se sont dit, attends, il y a tellement de similarités avec ça qu'on va créer ce qu'ils ont appelé le Feedbackinator. Donc c'est gratuit, hein, on n'a pas besoin de laisser les coordonnées ou quoi que ce soit. Et en fait, c'est le même principe où on va décrire une situation et cette IA va nous poser plein de questions pour ensuite nous aider à formuler le meilleur feedback possible. Et moi, ce que j'aime bien dans cette approche, c'est que, du coup, là, l'IA, elle est là pour nous aider, elle reprend des méthodologies ou autres, et elle est transparente sur les méthodologies qu'elle reprend, pour qu'ensuite, quand on a besoin de faire le feedback, hop, on met l'IA de côté, et c'est un humain qui continue de faire un feedback à un humain. Et je pense que demain, il y aura des solutions RH et managériales qui feront ce qu'on est en train de décrire. J'en connais pas à date en Europe. Mais je reviens sur le sujet. Je te donne un truc basique. Tu as une personne qui est un technicien de maintenance, par exemple, qui bosse donc du coup sur des sujets qui sont des sujets plus techniques, plus manuels ou autres, tu vois. Comment tu peux te certifier que la qualité de la donnée récupérée par l'IA pour le feedback est suffisamment pertinente pour pouvoir justement t'apporter le feedback? Parce qu'encore une fois, c'est pareil, tu vois. C'est-à-dire que tout le problème est la perception. Pour moi, le problème d'un bon feedback est la perception. Alors, c'est là où tu as besoin de l'humain. On est d'accord, mais comment les personnes, tu vois, peuvent s'assurer justement que le feedback soit pleinement objectif, alors que de base, les données qui seront intégrées à ça seront, entre guillemets, biaisées et subjectives parce qu'elles interviendront à travers le prisme d'un manager, d'un chef opérationnel ou d'un RH. Mais tu peux pas être sûr, et je pense pas que ce soit le but. Un feedback, il est toujours subjectif. Si on fait un vrai feedback, il y a quand même un peu d'émotion et de subjectivité, donc on se fasse aider ou non de l'IA, ce sera jamais le feedback parfait. Et je ne pense pas que ce soit ça qu'il faille viser, parce que si on vise la perfection, je suis sûr qu'on tombe dans le piège de on va trop lisser les choses, et donc au final, on n'aura pas l'impact. Regarde l'exemple qui est encore dans des bouquins qui sortent en management aujourd'hui, du feedback sandwich. Quand même absurde. Le feedback sandwich, ça consiste à dire, pour qu'un message négatif ou constructif, selon comment tu le dis, passe bien, on va d'abord dire un petit compliment, du coup c'est pas un feedback, à la fin on en prépare un autre, et on a noyé un peu le poisson, par manque de courage managérial, moi j'appelle ça comme ça, pour essayer de dire quelque chose qui pourrait être reçu difficilement ou qu'on n'ose pas trop dire. Ça montre à quel point, dès qu'on essaie de dévier du feedback ou qu'on essaie de faire un truc en suivant des méthodologies mais qui ne correspondent pas à l'état d'esprit dont on a besoin, c'est-à-dire faire progresser la personne, c'est pas lui faire une remontrance ou ça, c'est pas un feedback, y a pas besoin de perfection. Et donc l'IA, elle va plus nous aider à trouver des bonnes formulations, des méthodologies pour qu'on puisse, allez, on va dire qu'on ait déjà fait des feedbacks ou pas, qu'on puisse avoir le déclic et se dire, cette formulation, je trouve qu'elle est beaucoup mieux amenée et qu'elle est en phase avec ce que moi je voulais dire et les données. Et c'est d'ailleurs pour ça que je ne pense pas qu'il faille chercher une IA demain. S'il y avait des IA qui savaient faire vraiment des feedbacks, je ne suis pas sûr qu'il faille chercher ça parce que ce sera toujours lisse. Autant il y a des sujets où l'IA va remplacer l'humain, même sur des sujets émotionnels. Sur le feedback, je ne suis pas sûr. Et en plus, même si ça existait, imaginons demain, tu as une IA qui peut te faire des feedbacks, qui va tenir compte de ta sensibilité parce que tel jour, tu es un peu moins en forme et donc elle va prendre des pincettes. Mais en fait, c'est pas ça qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est un bon cadre et la capacité des gens à entendre des choses plutôt que de chercher à avoir une IA qui va prendre des pincettes pour t'aider à dire tel truc. Dès qu'on est dans le mot pincette, en fait, on n'est plus dans le vrai feedback. Ouais, mais donc du coup, tu es plus dans l'aide à la communication et à la bonne communication par rapport à la personne plus qu'à l'analyse en tant que telle. Et on y viendra parce que je pense que là où le vrai intérêt pour moi, c'est vraiment sur le côté analyse qui peut être intéressant. Mais je vois à peu près ce que tu veux dire. Mais du coup, c'était la deuxième question qu'on pouvait se poser,
si tu es dans une boîte qui a une bonne culture du feedback, qui sait déjà bien faire, en fait, qui sait déjà bien échanger les uns avec les autres, qui sait s'écouter, qui sait parler, avec des RH qui savent formuler ce qu'ils veulent mettre en avant, parce que, in fine, ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire, tiens, je vais demander à l'IA de mieux formuler pour une personne parce qu'on sait que cette personne elle est plus sensible. Il n'empêche que ça reste le RH qui connaît les personnes et qui se dit qu'elle doit mieux formuler par rapport à cette personne qui est plus sensible. Donc, c'est-à-dire que le travail du RH est quand même là, et donc tu es plus sur un sujet vraiment de formulation ou de reformulation de la part de l'IA. Mais si tu as une boîte qui a vraiment une bonne culture globale, au final, quel est l'intérêt réel de l'IA ? Il n'y en a pas vraiment. Eh ben, on verra avec l'avenir. Je pense que si, et on a un super exemple dans ce domaine pour répondre à ta question, qui est la boîte Partout. Où Clément Lemain, quand il était RH là-bas, il a bossé, il a beaucoup communiqué sur le fait qu'eux, ils avaient fait les premières étapes, une culture du feedback, on forme tout le monde, et leur enjeu, c'était de soutenir cette culture dans la durée. Et donc, ils ont créé en interne leur propre chatbot IA pour aider les personnes, soit à faire un feedback à partir d'une situation, soit à analyser un feedback pour savoir s'ils respectaient bien les codes culturels de la boîte. Parce que chaque boîte va dire, tu vois, nous, chez Youno, il fallait qu'un feedback qui soit direct, factuel et actionnable. C'était les 3 ingrédients, sinon on considérait que c'était pas un feedback. C'était un retour sur un travail, mais pas un feedback. Et en ayant un chatbot comme ça, quand tu as des doutes ou quand tu n'as pas le temps et que tu voudrais prendre le raccourci de dire un peu trop vite les choses, tu sais que tu as cet outil-là pour vérifier si tu es à peu près dans les clous de la culture du feedback, et ça sert à soutenir ça dans la durée. Parce qu'en fait, tu as les mauvaises habitudes qui reviennent, vu que c'est un sujet émotionnel, tu as du turnover dans la boîte, et tu as de nouvelles personnes qui arrivent, et auxquelles suivent une formation dans l'onboarding, mais qui te dit que c'est déjà dans leurs habitudes, dans leur comportement au quotidien, notamment si ce sont des managers. En fait, tu peux pas, donc il faut trouver des manières de soutenir, et c'est l'un des outils possibles. C'est pas ça qui fait une culture du feedback, mais ça vient la soutenir quand elle est déjà bonne. Ouais, je vois ce que tu veux dire, c'est un cadre opérationnel et comment dire, et actif et dynamique du sujet. C'est comme si on te disait ta culture du feedback, c'est ça, hop, tu as une charte et tu as un tableau Excel, sauf que ta charte et ton tableau Excel, ça passe à l'as demain. Si jamais tu le fais sur le côté IA, ça te met d'un point de vue parce qu'il y a 1000 sujets dans la boîte. Ok. Là, je vois à peu près l'intérêt du truc. Ouais. Ça peut être pas mal. Mais là où ça va être beaucoup plus intéressant, c'est quand on veut que l'IA elle nous fasse un feedback à nous. Donc là, c'est plus pour nous aider à préparer à faire un feedback à quelqu'un. Et là, il y a 2 approches. Et pour moi, les boîtes les plus malines, c'est celles qui justement disent, en fait, l'IA, ça va vous servir à ça. Tu vois, dans mes conférences, j'ai eu très rapidement plein de profils qui m'ont dit, notamment en RH, mais attends, mais si l'IA, là, on vient de réaliser que l'IA pouvait faire ça à la place de telle personne, y compris en RH. Mais du coup, si on ne fait plus, on va régresser, parce qu'on apprend en faisant. Et si c'est ce qui nous plaisait, on va perdre en sens dans le taf. Enfin, en fait, si on fait faire à l'IA, pour nos compétences et pour notre risque de dépendance vis-à-vis de l'IA, c'est terrible. Et ça, moi, je leur réponds, en fait, il y a des boîtes qui ont choisi de dire, on ne va pas systématiquement demander à l'IA de faire à notre place, on va, de temps en temps, s'autoriser à faire une V1 nous-mêmes, même si c'est sur un sujet, moi tu vois, je suis pas bon en finance, si j'étais encore DRH aujourd'hui, même sur des sujets financiers, je tenterai ma V1 que je soumettrai à l'IA en lui disant, voilà mon objectif, voilà comment je pense l'atteindre, je te fournis mon résultat, et je veux ton avis au regard du contexte de la boîte, de tous les autres éléments que je t'ai donnés. Quand on fait ça, déjà on continue de faire, donc on garde les process cognitifs qui permettent et de s'épanouir, et d'apprendre, et de prendre du recul, et surtout, on ne perd pas en esprit critique parce qu'on continue de faire. Il faut avoir en tête que, alors une étude dont on ne peut pas douter de l'objectivité parce que c'est Microsoft qui l'a portée, donc eux-mêmes vendeurs de solutions d'IA, ils ont montré que quand on utilisait trop l'IA pour faire à notre place, on perdait en esprit critique parce qu'on se reposait trop sur l'IA, alors même qu'on a besoin de plus d'esprit critique aujourd'hui pour analyser les travaux qu'on fait faire à l'IA. Donc pour ne pas tomber dans ces paradoxes, il faut penser à faire et à demander à l'IA de nous faire des feedbacks. Et en gros, on peut lui donner les approches qui nous plaisent bien. Puis parfois, elle va taper à côté. C'est pas grave. On gardera notre bon sens et notre jugement de se dire, là, l'IA, elle m'a pas trop aidé. Ou là, elle me dit que c'est bien, mais que si je voulais faire mieux la prochaine fois, voilà quelques idées que je pourrais explorer. Ça, c'est très bien. Par contre, il ne faut pas tomber dans l'excès. Il faut aussi penser à demander ça à des collègues. L'objectif du l'IA est en partie de faire gagner du temps, parce qu'elle est aussi beaucoup, et je suis d'accord avec toi, sur le fait d'ouvrir le champ des possibles. Il y a beaucoup de personnes, ça se fait aujourd'hui, qui font des posts sur LinkedIn ou autres, qui font de la création de contenu avec de l'IA, et je blâme absolument personne. Moi, je ne sais pas faire. Pourtant, je poste tous les jours, tu vois, j'essaie de créer du contenu à max. Je ne sais pas faire parce que j'ai l'impression, en fait, si jamais je le fais par l'IA, j'ai l'impression, en gros, que ce n'est pas moi. Même s'il y en a aujourd'hui qui commencent à être très bonnes et qui peuvent me ressembler.
Par contre, de temps en temps, pour pouvoir me sortir en fait des idées ou challenger sur des sujets où je me dis, où j'ai pas trop d'idées, où je me dis, tiens, comment je vais pouvoir aborder ça, comment je vais l'amener, oui, c'est vrai, je peux l'utiliser. Donc, pour le côté challenge, je trouve ça intéressant. Mais il n'empêche que, in fine, au départ, l'IA est censée être là, notamment dans les RH, pour pouvoir essayer de prendre en charge une partie des tâches qui sont chronophages, pour pouvoir laisser le côté tâche un petit peu plus à valeur ajoutée et tâches justement sur lesquelles tu as besoin de ton esprit critique, pouvoir bosser. Mais du coup, où est-ce qu'on met la limite ? Parce que là, tu dis que il faut plutôt se servir, continuer de faire et se servir de l'IA pour pouvoir nous mettre du feedback dessus et pour pouvoir améliorer ce qu'on fait. Où est-ce qu'on met cette limite ? Il faut déjà se dire qu'il ne faut pas automatiser tout ce qui est automatisable. C'est pas parce que l'IA peut le faire qu'on va lui faire faire. Mais on a besoin, enfin aujourd'hui là, c'est pas on a besoin, c'est d'ailleurs on n'en a pas besoin nécessairement. Après c'est une vision du monde, je suis d'accord avec toi, mais on a quand même un monde qui tend de plus en plus et on le sait à travailler de moins en moins avec le temps, tu vois. Donc c'est-à-dire que l'IA est censée prendre en charge toutes ces choses là. Donc à quel moment, en fait, se dit... On peut bien articuler les deux. Si on prend des exemples, les exemples les plus simples. Souvent, en RH, quand on pense à l'IA, on se dit « c'est pour créer des offres d'emploi ». C'est le cas d'usage le plus basique. Alors que c'est celui sur lequel je la prendrais presque pas. Mais on pourra en parler. Mais si on prend ce cas-là et que tu dois rédiger dans ton job, je sais pas, une centaine à l'année, moi, ce que je suis en train de dire, c'est que ça veut dire qu'il ne faut pas confier les 100 à l'IA à partir du moment où tu as trouvé une manière dont tu es satisfait du résultat. Il faut en garder une par mois. Parce que si pendant 6 mois, tu n'en rédiges pas toi-même, comment tu fais pour garder du recul et bien évaluer ce que fait l'IA ? Et si en plus, quand tu le fais toi-même, tu demandes à l'IA des feedbacks au regard de tes autres offres ou des offres concurrentes et qu'elle t'amène des éléments auxquels tu n'aurais pas pensé, ça te permettra de progresser et d'entretenir notamment ton esprit critique, mais aussi le plaisir. Moi, j'aimais bien, tu vois, rédiger des offres d'emploi, même si c'est rébarbatif. Et je pense que ça aide à garder des tâches parfois de respiration. Tu vois, on réfléchit pas trop, mais ça fait du bien. Mais aussi des victoires faciles. Parce que ce qui fait qu'on est épanoui au travail, c'est quand on sait faire ce qu'on nous demande et que parfois on y arrive facilement et rapidement. On se sent compétent. Donc ça participe aussi de l'épanouissement. En fait, tu vois, ça touche à pas mal de sujets. Donc ta question, où est la limite ? En fait, il faut pas aller à fond et se dire, ça c'est automatisable, je le fais plus. Parce qu'il y a des dangers qu'on sous-estime et c'est un peu contre-intuitif. Et donc de temps en temps se dire, quitte à le bâcler un peu, tu vois, mon offre d'emploi que je fais en me disant j'aurai des feedbacks de l'IA, je vais peut-être pas aussi bien la faire que si je la faisais sans IA, mais au moins je me remets dans le schéma de alors attends, est-ce que j'ai bien fait le lien avec la culture de la boîte, avec les dernières évolutions qui ont touché notre secteur, pour garder un peu ces mécanismes intellectuels, parce que si tu les entretiens pas, sauf si tu veux plus du tout faire ça et être moins bon pour analyser ce que produira l'IA, t'as pas intérêt à t'en délaisser totalement. Donc, je sais pas, si on devait donner un ratio, pour l'instant, c'est du doigt mouillé, mais c'est quand tu peux automatiser quelque chose, automatise-le dans 90-95% des cas, et de temps en temps, continue de le faire pour voir ce qui se passe. Moi, quand je fais ça sur des sujets très simples, en général, je suis content de l'avoir fait moi-même, alors qu'au début, je me dis... Allez, ça va me prendre 10-15 minutes, je les ai pas, mais j'ai cette conviction, donc je vais au bout, et j'ai regretté aucune fois de l'avoir fait moi-même, et parfois c'était juste pour du plaisir, mais il faut pas qu'on enlève le plaisir du travail, parce que l'IA va faire toutes les tâches simples, dont certaines qui nous font plaisir. Je fais une petite extrapolation quand même sur une petite parenthèse dessus avant de continuer. Est-ce que tu crois vraiment que ça va se passer comme ça ? Parce que ça, c'est une question de société, en fait. C'est une question de vision du monde, ce dont on parle. C'est-à-dire que toi, tu as une vision, et on l'entend quand tu parles. C'est pas une question de concret, c'est une question de vision. C'est-à-dire, tu dis, et puis tu dis que c'est le côté qui est intéressant dans le job, tu dis que c'est le fait de conserver une sorte d'esprit critique, de continuer à savoir le faire. Mais au final, si demain, tu n'es plus amené à le faire, pourquoi tu veux continuer de savoir le faire ? Tu vois ce que je veux dire ? Si jamais demain, et je prêche le faux pour avoir le vrai, enfin tu vois ce que je veux dire, c'est pas forcément ma pensée, mais je vais au-delà du sujet. Si demain, au final, l'IA sait écrire des offres d'emploi, sait s'auto-feedbacker pour améliorer les offres d'emploi, pour pouvoir avoir ce genre de choses, t'as plus besoin de les écrire. Donc pourquoi tu veux continuer en fait à avoir ça ? Donc c'est ce que je te dis, c'est est-ce que tu crois vraiment qu'on va réussir à maintenir cette société qui maintient une IA, on va dire... sur 80, 85, 90% des tâches pour conserver notre esprit critique et conserver justement cet aspect de faire nous-mêmes pour pouvoir ne jamais perdre la main ? Ou est-ce que tu penses que l'IA va prendre le pas sur beaucoup ? À court terme, je ne pense pas que l'IA va prendre le pas. L'IA, elle est imparfaite. Elle fait des erreurs. Non, l'IA est parfaite. Les erreurs qui sont faites, elles sont dues à la manière dont tu intègres les données à l'intérieur ou tu les gères. Mais l'IA est parfaite. Vu les prises de position des plus grands géants, on va mettre des guillemets, de l'IA,
depuis l'élection de Donald Trump, où maintenant des IA, effectivement, peuvent te dire que non, le réchauffement climatique, c'est pas certain qu'il existe, ce genre de sujet, ou les sujets diversité et inclusion. Moi, je considère qu'on a créé des IA dans ma définition imparfaite. Mais à court terme, je pense pas que ce soit ça vers lequel les entreprises se dirigent, parce que là, on a pris l'exemple d'une seule tâche. Mais si tu fais ça à l'échelle de métier, tu as quand même besoin d'humains pour faire d'autres choses. Et si tu leur donnes pas, dans l'expérience globale du métier, aussi quelques tâches faciles, tu les aides pas à garder leur esprit critique, et tu t'assures pas de sortir de l'IA dont on pourrait supposer qu'elle sera de moins en moins créative, puisque l'IA, maintenant, on le sait, toutes les grandes IA génératives se nourrissent de contenus sur Internet qui sont, pour les contenus médiatiques, maintenant, plus de la moitié sont générés par des IA. Donc on a des IA qui apprennent de contenus générés par l'IA, ce qui commence à gommer la partie qu'on va appeler créative, mais ce qui est la spécificité de l'humain. Donc de ce point de vue-là, je ne pense pas que c'est ce que vont faire les entreprises d'un point de vue juste RH et managériel, parce qu'elles vont se dire, mais en fait, si demain, déjà on utilise les mêmes outils que nos concurrents, comment on va se différencier? Comment on va fidéliser nos équipes si on leur dit, non, là, sur ces sujets, l'IA sait tout faire. Donc nous, on fait juste les tâches complexes. Du coup, tu vas faire des tâches complexes 24 heures sur 24. Ça, on va droit vers du burn-out. Donc il y a aussi les enjeux de santé mentale. J'ai parlé d'épanouissement et de plaisir, mais il y a des vrais enjeux de santé mentale derrière. Et donc, à part pour quelques métiers, allez, on va prendre les traducteurs. Bon, là, les traducteurs, c'est remplacé du jour au lendemain. Tu n'as plus besoin de traducteurs dans 95% des cas. Donc là, c'est le chemin que l'IA prend. Sur la plupart des métiers, c'est plus compliqué que ça. Donc peut-être que dans 5-10 ans, on y sera. Et comme je t'ai dit, je ne fais pas de prospective au-delà de 2-3 ans. Dans 3 ans, je te parie ce que tu veux, une bière, n'importe quoi, un resto, un bon resto étoilé si tu veux, pour te montrer l'engagement de ma conviction. Et je tiens toujours mes promesses qu'on n'en sera pas là pour les 98% des métiers qui sont dans les boîtes françaises. Là, pour le coup, en France, je suis d'accord avec toi. Ailleurs, je suis moins sûr parce que ce que tu dis, tu vois, je pense que c'est une vision et une prise de hauteur que les entreprises n'ont pas. Tu vois, tu dis, les entreprises, comment elles vont faire pour se différencier? Mais les entreprises, elles cherchent déjà pas à se différencier en RH. C'est déjà un truc de dingue, tu vois. T'en parles de manière habituelle, c'est-à-dire qu'elles ne savent pas se différencier. Elles font toutes la même chose. Tu regardes une boîte, tu regardes un job en question, un poste particulier, on reprend ton technicien de maintenance, on prend ton développeur IT ou ce que tu veux, tu vas prendre 10 job desk, 20 job desk, tu vas avoir 95%, ça va être les mêmes. Ça va être la même chose, parce qu'elles ne savent pas se différencier, parce qu'en fait, elles font justement, elles ne savent pas prendre de hauteur et savoir se mettre en avant. Donc j'ai un peu l'impression que justement cette IA va prendre la place de tout ça parce qu'elles n'ont pas cette dimension créative dont tu parles. Et là, je suis full d'accord avec toi. C'est-à-dire que l'IA est tout sauf créative. Et là, on est d'accord. Elle est parfaite, parce que c'est la réalité des choses, elle est parfaite. C'est un modèle mathématique, c'est clair, c'est net, c'est parfait. Après, tu lui fais dire ce que tu veux lui faire dire, ça, c'est autre chose. Et là, je suis d'accord, effectivement, aujourd'hui, à l'IA, tu peux lui faire dire tout ce que tu veux. Et donc, forcément, des Trumpistes et compagnie peuvent leur faire dire tout ce qu'ils veulent, et d'autres aussi de l'autre côté. Sur le côté créatif, c'est sûr et certain que ça ne l'a pas, parce qu'elle ne sait pas faire ça, parce que justement, on est sur un modèle mathématique. Mais après, sur ce côté, pas rébarbatif, mais ce côté classique et tâche, entre guillemets, justement rébarbative, on a tendance, et notamment en RH, et surtout en France, à faire tous la même chose. C'est ce que nous, on essaye de casser un petit peu comme code, en faisant tout le contenu qu'on fait, en parlant de tout ça. On essaye de faire ça, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, tu vois, justement, d'essayer de casser ces codes. Mais j'ai l'impression qu'on n'y est pas, quoi, tu vois. Et j'ai peur que la voie qu'on a commencé à prendre, à développer, en essayant de dire allez voir ailleurs, allez faire d'autres choses, allez explorer, allez montrer qui vous êtes, allez cliver, mais j'ai peur qu'avec l'IA, en fait, on ait, boum, une rechute, parce que tout le monde va s'en servir, et on va se retrouver dans ce carcan, qui est que tout le monde va redevenir similaire. Peut-être pas sur 3 ans, quoi, mais j'ai quand même un peu peur sur le sujet. Alors ça, c'est une illusion que vont suivre des entreprises. C'est certain, certaines entreprises vont la suivre. Je pense qu'avec les premiers POC ou toutes les premières expérimentations, elles vont vite avoir des désillusions sur cette trajectoire-là. Changeons de métier. Si on prend un commercial, il y a plein de choses que tu peux automatiser. Comment ils trouvent les prospects qui ont l'air les plus intéressés par telle solution parce qu'ils ont publié tel message. Enfin, si on faisait tout le travail, ils peuvent avoir des prospects qui sont mieux sourcés, des rendez-vous qui sont transcrits, il y a des comptes rendus, il y a des prochaines actions. Avec les agents IA, il y a même des actions, c'est pas le commercial qui va arriver à les faire. Si demain, tout le monde fait ça, en fait, tu vendras pas plus.
Et en plus, tu oublies plein de choses au passage qui font que les commerciaux vont devenir plus performants. Et je vais prendre un seul exemple. Si on fait faire les comptes rendus à l'IA, ce que tout le monde commence à faire aujourd'hui, tu prends un transcript de visio, l'IA te fait un super compte rendu. On savait déjà, avant que l'IA arrive, que quand tu fais un compte rendu au clavier, tu le comprends moins, tu l'assimiles moins et tu le mémorises moins que si tu le fais avec un stylo. Il y a des études basées sur les neurosciences qui prouvent ça. Mais si en plus tu le fais même plus, comment tu vas progresser, toi, en tant que commercial, et comment tu vas être épanoui ? Je pense que ça fera pas rêver pas mal de sales et que ça pourrait engendrer des baisses de performance ou des commerciaux qui disent moi je préfère aller dans telle autre boîte où ils n'ont pas tout automatisé parce que j'ai l'impression de perdre du sens ou du plaisir ou tous ces sujets-là. Et ça compte tellement dans le capital humain, de surcroît à une ère où on automatise de plus en plus de choses, que c'est pour ça que je pense que c'est une illusion de se dire si l'IA peut le faire, les entreprises vont le faire dans la durée et elles vont gagner en performance, sauf sur certains sujets que je ne sais pas encore identifier. Il y a quelques métiers où ça prendra cette voie. Sur la plupart des autres, ça se saurait si c'était... Je sais pas, je suis plus mesuré que toi. Mais bon, on va repartir sur le sujet feedback parce qu'on pourrait y être pour longtemps, mais je suis un peu plus mesuré que toi sur le sujet. Écoute, on verra. On va revenir sur le côté feedback. Il y avait un sujet qui m'intéresse beaucoup. Si tu me disais que l'IA pouvait aider du coup le côté RH à analyser le feedback des équipes. Et ça, je trouve ça hyper intéressant parce que je vais te laisser déjà évoquer le sujet. Mais ça, je trouve ça hyper intéressant parce que je pense que pour moi, c'est peut-être le point phare sur lequel l'IA peut avoir un vrai impact important sur la dimension RH et sur la dimension humaine. Mais je te laisse... pour l'instant, d'ailleurs, tu as plutôt raison, parce que moi, ce que je constate quand je fais les interviews dans les entreprises, c'est plutôt de ce volet-là qu'elles se sont emparées en premier. Donc, je pense que ça va dans le sens de ce que tu dis. Effectivement, aujourd'hui, on pourrait utiliser l'IA pour analyser beaucoup de choses, dont les feedbacks, pour aider les RH et managers à prendre de meilleures décisions. Alors pour ça, il faut déjà que quand on se fait des feedbacks ou quand on fait des entretiens managériaux, RH, recrutement, etc., que ce soit formalisé et que les personnes soient d'accord pour que et ce soit transcrit et ce soit analysé par une IA. Supposons qu'on ait ces conditions, mais c'est quand même important de les rappeler. L'IA, qu'est-ce qu'elle sait très bien faire ? Analyser un grand volume de données pour identifier des tendances. Et en RH, alors moi, chez Youno, on est monté jusqu'à 50 salariés. 50 salariés, quand je devais juste regarder tous les entretiens annuels, ça me passait je ne sais pas combien de temps pour ensuite voir quels étaient les patterns qui remontaient, les sujets qui devaient nourrir des décisions RH de est-ce qu'il faut que je travaille plus sur la flexibilité de notre temps de travail parce que ça a l'air de ne pas convenir à l'équipe, est-ce qu'il faut au contraire que je bosse plus sur notre culture managériale parce qu'il commence à y avoir une distance qui se crée entre les managers et les salariés. Ce travail-là à l'échelle de 50 salariés, pour mon petit cerveau, déjà, c'était pas facile. Alors, dans des boîtes de centaines de salariés, très difficile. L'IA, ce qu'elle sait faire, c'est, grâce à la reconnaissance du langage notamment, analyser énormément de données. Et si on la guide bien, alors là, c'est mon plus gros si on la guide bien, en théorie, elle peut nous aider à identifier des choses qu'on ne verrait pas en tant qu'humain parce qu'il y a trop de données. Et dans les choses qu'on ne verrait pas, c'est typiquement, dans telle ou telle équipe, il y a plus de chances qu'il y ait des surcharges de travail ou qu'il y ait des burn-out. Dans telle ou telle équipe, il y a une probabilité un peu plus forte que dans les autres qu'il y ait un manager toxique parce qu'il y a quelques mots qui reviennent et qui ne sont pas anodins et que dans d'autres bases de données, on a vu que quand ces mots revenaient de manière plus fréquente, ça pouvait laisser supposer que... Ça, c'est un autre point important. Ça ne veut pas dire que l'IA va nous dire « Ah, là-dessus, il faut bosser sur la charge de travail ou autre », mais elle va pouvoir faire des suggestions et on pourra lui demander de sortir les verbatims sur la base desquels elle nous fait ses suggestions pour dire peut-être que vous n'aviez pas identifié que là-dessus, il fallait plus travailler sur le sens au travail, les valeurs de la boîte, la charge de travail, le rapport au management, le rapport avec le CSE, parce qu'il y a quelques frictions. Et donc, si en plus des entretiens, on met aussi les moments où les personnes se font certains feedbacks par écrit, vu que le feedback, c'est un peu le cœur du travail quand on a une boîte où les gens savent se faire des feedbacks, le potentiel, moi ça me fait vraiment rêver, je ne l'ai pas encore vu réalisé dans une boîte, de se dire, il y a plein de choses où je vais avoir un deuxième regard, parce que ça ne va pas remplacer le mien, il y a des choses où je ne serai pas d'accord avec l'IA ou que je vois et que l'IA ne verra pas, mais d'autres regards en me disant, attention, il y a quand même tel sujet qui revient beaucoup plus que, je sais pas, la moyenne des boîtes de ton secteur ou que les années précédentes. Et donc, juste avec ces informations-là, moi, ça va pouvoir m'aider à prendre des décisions.
Alors ça, on va le dire très clairement. Ça ne veut pas dire que l'IA, elle va prendre des décisions à ma place, mais il faut qu'on le dise parce qu'il y a des salariés qui, du fait de marketing de solutions RH, commencent à penser que l'IA, elle peut prendre des décisions salariales ou autres. Déjà, c'est interdit. C'est interdit, ce que j'allais dire. C'est interdit. L'IA Act en Europe interdit ça. Exactement. Mais même le droit français, aucune décision concernant le recrutement ou la carrière d'un collaborateur ne peut être 100% automatisée. On n'avait même pas besoin de l'IA Act. Donc, parenthèse importante, mais fermons-la. Ça veut dire qu'ensuite, elle va nous aider, nous suggérer des choses qui vont, moi, m'aider, a priori, à prendre de meilleures décisions. Ou alors, si j'avais dû prendre de telles décisions, il aurait fallu que je passe, je ne sais pas combien de temps, à analyser tous ces sujets-là. Donc ça, c'est un vrai progrès, mais la condition d'entrée, qui est qu'on formalise tous les échanges et que les personnes soient d'accord pour que ce soit analysé par une IA, elle est quand même un peu lourde, parce que ça peut créer un effet pervers, qui est que les gens vont se dire « Attends, si ça risque d'être analysé, alors déjà, ça existait par les RH, je vais modérer quelques points. Si en plus c'est par une IA, il pourrait y avoir des personnes qui, par peur que ça se retourne contre eux, de dire tel sujet je vais pas l'aborder parce que j'ai pas envie que ce soit mal interprété, et donc soit on le met pas dans le compte rendu, soit j'en parle pas pendant l'entretien ou pendant la session de feedback. Donc ça va pas être simple, mais la promesse elle est tellement belle que je pense qu'il faut creuser cette opportunité, et c'est ce qu'ont commencé à faire quelques boîtes. Ils prennent des sujets précis et pas trop sensibles pour être sûr qu'il n'y ait pas les biais que je viens de te décrire. Moi, je vois deux intérêts. Par rapport à ce que tu viens de dire au dernier point, je pense qu'il y a potentiellement un sujet qui peut être intéressant à aborder pour pouvoir justement faire accepter ça. Effectivement, les entretiens annuels sont identifiés. Donc, du coup, c'est pour ça aussi que les personnes peuvent avoir une réticence, on va dire, à être analysées par l'IA. Je suis complètement d'accord. Mais est-ce que, du coup, tu peux pas te dire, et là, c'est en parlant, tu vois, qu'on y pense, est-ce que, du coup, tu peux pas te dire, on va faire déjà un premier batch sur une forme d'expérience collaborateur. Tu vois, je sais pas si tu travailles des expériences map, si c'est des choses que tu as déjà fait. Je vois ce que c'est, mais j'ai pas fait. C'est un principe marketing classique qui se fait sur le côté clientèle. Tu vois, tu fais une expérience map avec un client, c'est-à-dire que tu lui demandes tout son parcours par rapport à son lien avec ton entreprise, la vente du produit, l'utilisation du produit, la finalité, la machin. En fait, tu lui poses des questions sur tout le lien qu'il a avec ton entreprise. Bah, tu fais la même chose au niveau des collaborateurs. Tu lui poses des questions sur tous les liens qu'il a avec ton entreprise, du début à la fin, pour voir comment il vit, en fait, sa vie au sein de ton entreprise. C'est le fait de travailler l'XP Collab, mais d'un point de vue un peu plus fin, on va dire, sur le côté vraiment mapping expérience. Ouais. C'est-à-dire que du moment où il se lève le matin jusqu'au moment où il rentre chez lui le soir, donc ça, c'est le côté quotidien, tu dois découper ça en plein de petits morceaux pour pouvoir dire, voilà, comment tu vis ça, comment tu vis ça, comment tu vis ça, comment tu vis ça, quels sont les points positifs, les points négatifs. Et ça, tu l'extrapoles quotidien, hebdomadaire, annuel, avec des questions différentes. Et tu t'aperçois, en fait, ce qui est super intéressant sur le côté expérience map, c'est que tu t'aperçois très vite qu'il y a de temps en temps des petites choses qui sont pas très compliquées à changer, mais qui peuvent être des grosses choses d'un point de vue collaborateur et d'un point de vue QVT et XP Collab. Et si jamais tu te dis, tu travailles une XP Collab du coup de manière anonyme, tu vois, parce que ça c'est potentiellement complètement anonyme, on s'en fout, tu vois, de savoir qui est qui. L'objectif est de savoir comment tu vas ranker tes évolutions d'expérience collaborateur au général, d'un point de vue, parce qu'une fois que tu récupères tout ça, tu rankes et tu dis, bon ben voilà, les grosses, les évolutions qui vont vraiment faire changer l'expérience collaborateur, et donc ça, tu leur mets un classement, et ensuite la difficulté de les mettre en place, et tu leur mets un autre classement. Et derrière, tu fais un croisement, et tu vois comment tu fais ton évolution, tes roadmaps. Donc du coup, tu n'as pas besoin, tu peux le faire de manière complètement anonyme. Donc je termine, c'est long, je ne sais pas pourquoi je fais aussi long, mais bon, passons. Donc tu fais ton expérience map, celle-ci nécessairement tu la fais analyser par une IA, parce que c'est beaucoup plus simple de la faire analyser par une IA pour pouvoir récupérer l'ensemble des champs, comme ce que tu veux faire d'un point de vue entretien annuel ou autre, tu vois, ou feedback collaborateur. Et du coup, tu en fais une restitution. Si jamais tu le fais, cette partie-là, que les collaborateurs voient que l'IA est objective et qu'elle peut amener à des changements positifs, est-ce que tu ne penses pas justement que ça peut avoir un impact qui fasse que demain, il y ait une acceptation plus grande sur le côté feedback collaborateur, analyse par l'IA? Alors, clairement, je pense qu'il faut aussi assumer et de se dire, on ne se désengage pas, nous RH, on continue de faire le taf, mais on met aussi l'IA dedans parce qu'elle nous aide à analyser plus de données et... sauf à ce que demain, on ait des outils parfaits en RH qui exploitent l'IA. On sait qu'il peut y avoir des biais avec l'IA, donc vous pourrez réagir à nos conclusions
pour nous dire si elles sont vraiment en phase avec ça. Moi, quand je le faisais, au début, je le faisais, l'équivalent de ce que tu décris, c'était avec des enquêtes, mais je mettais très peu de questions à réponse ouverte, parce que c'était un enfer à analyser. Et donc, c'était moins exploitable, parce que j'avais plus des oui, non, peut-être. Ça, c'est assez facile à analyser en tant qu'humain. Par contre, les questions à réponse ouverte, là, on peut en faire beaucoup plus. Et on peut commencer par ça. Il y a quelques boîtes qui, justement, ont commencé par des surveys ou leurs questionnaires de satisfaction mensuelle ou autre, et qui se sont dit, maintenant, ça y est, on peut mettre plein de questions à réponse ouverte. Et comme ça, on voit, même de manière très visuelle, juste ça fait apparaître des nuages de mots, des concepts qui ressortent le plus. Et comme ça, on commence à gagner la confiance. On ne va pas la gagner du jour au lendemain, parce que la méfiance de l'IA, avec les problèmes qu'on a déjà, qu'on va avoir et qui vont être médiatisés. Il commence à y avoir des procès contre des boîtes d'IA, y compris des boîtes RH qui utilisent l'IA aux États-Unis ou autres. Donc ça va créer des idées reçues ou des vraies idées d'ailleurs sur les problèmes que peuvent amener l'IA. Donc il faut qu'il y ait des RH ou des managers qui assument de dire on sait que ce ne sera pas parfait, ça va être complémentaire de nous et vous verrez toujours la conclusion de nos résultats pour pouvoir avoir votre mot à dire. Donc ça prend un peu plus de temps, mais tout le temps qu'on a gagné avec l'IA, on va le mettre là et je pense que ce serait une démarche. Si je redeviens moi DRH dans 1 ou 2 ans, je pense que c'est la démarche que j'aurai au mot près, quoi. Ce qui est sûr et certain, c'est que l'IA est faite pour ça. Au départ, elle est faite pour analyser de la donnée. Il faut bien redire ça à tout le monde. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je suis pas frustré parce qu'au final, c'est pas grave, mais je trouve ça extrêmement dommage que l'IA soit sous-utilisée parce qu'on l'utilise simplement en fait pour faire de la génération de contenu. Et la génération de contenu, au final, on s'en cague, quoi, tu vois, ça n'a aucun intérêt. Ça a juste de l'intérêt pour gagner du temps, mais c'est une paille au niveau de l'IA. L'IA, elle est faite pour analyser de la donnée. Son essence est là pour analyser de la donnée. Donc, de la donnée chiffrée, autre ou quoi, mais ce dont tu parles, de le côté analyse de ces feedbacks écrits, de pouvoir les comprendre, de pouvoir analyser l'ensemble de ces mots d'une manière globale, des phrases d'une manière sémantique réellement profonde, et ça, pour bien le dire à tout le monde, c'est pas des algorithmes mathématiques qui sont derrière, il n'y a pas que ça, il y a des algorithmes mathématiques, il y a des linguistes qui bossent sur le sujet, il y a des data analysts, enfin, ceux qui créent ces programmes-là, c'est des gens qui connaissent la langue française, c'est pas des gens qui font simplement du côté technicien, informaticien, ce type de choses. C'est ce qu'on appelle des linguistes, tout simplement, qui font ça pour pouvoir vraiment créer une IA qui comprend réellement le langage en tant que tel, ce qu'on appelle de la NLP, du Natural Language Processing, ou en tout cas, le fait c'est plutôt le NLU, Natural Language Understanding, ça doit être ça de mémoire, le fait de comprendre en fait le langage en tant que tel. Donc pour moi, l'IA est faite pour ça. Mais surtout, moi, ce qui m'intéresse dans ce côté feedback, analyse, et je ne sais pas ce que tu en penses, d'équipe, c'est le fait de se dire que le feedback, et on le disait en introduction, c'est quelque chose qui est compliqué dans la société, c'est quelque chose qui est compliqué dans la société française parce que ça touche à l'émotionnel. Et donc le fait que, généralement, tu sois en entretien avec ton manager ou avec ton supérieur ou autre, ou même avec ton boss si besoin, que tu lui fasses un retour négatif, ça joue sur l'émotionnel. Il a tendance en fait à aussi moins potentiellement l'accepter parce que justement ça sera un feedback qui sera négatif, il aura tendance à moins le prendre et moins le comprendre. Et c'est là où je pense que l'IA peut avoir tout un intérêt, c'est à reprendre l'ensemble des données peut-être de chaque côté, tu vois, pas que d'un, et de se dire je vais analyser cette donnée d'un côté, c'est de chaque côté. Quel est le feedback qui est fait ? Et quelle est la réception que toi-même tu as fait du feedback que tu as eu, pour essayer en fait d'analyser ça et de le comprendre un peu à la manière d'un psy en fait qui va avoir un couple et qui va dire au couple, bah écoute, la nana du couple elle parle de ça, le mec il comprend l'inverse, et le mec qui parle de ça, la nana elle comprend l'inverse, tu vois. Ouais. Et ce serait un peu ça en fait, ce côté IA que je trouve intéressant, c'est le fait de dire j'ai pris l'ensemble, j'ai pris le feedback et j'ai pris le retour du feedback. Et en fait, je l'ai mixé et j'ai réexpliqué à tout le monde comment ça avait été compris et de manière objective pure parce que c'est factuel, qu'est-ce qui est réellement ressorti et quelle est la teneur réelle du feedback. Et je pense que ça peut amener à faire prendre de la hauteur aux boss et ça peut amener à faire prendre de la hauteur aux managers si jamais on leur donne justement une analyse complète du sujet. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Ouais, c'est un bel idéal. Avant que les... D'accord. Parce que là, il faut qu'il y ait une boîte qui ait une culture du feedback solide et que les gens se prêtent à l'exercice sur... Peut-être qu'on pourrait le garder pour des feedbacks sur des sujets très complexes ou très particuliers. Peut-être que pour l'entretien annuel, même s'il faut rappeler que les feedbacks doivent arriver avant l'entretien annuel. Mais quand on en fait un peu plus global, peut-être que là, ça pourrait créer pas mal de valeur. Et en vrai, maintenant que tu le dis, je vois bien des solutions l'amener d'ici peu. Mais je ne pense pas que ce soit là que ça crée le plus de valeur. Déjà, si on arrive à faire en sorte que les personnes se fassent mieux des feedbacks et les reçoivent mieux... rien que la valeur que ça va créer, et vu comme c'est difficile,
Ça, ce serait à prioriser. Et si en plus on arrive, là c'est l'idéal, c'est le Graal. En vrai, ce que tu dis, là l'IA, c'est marrant parce que c'est grâce à la machine qu'on aura réussi à atteindre quelque chose qui est plus humain. Ce qui peut paraître paradoxal, mais il y a plein d'autres exemples. Donc ça serait vraiment pas mal. On en reparle dans 3 ans. Ouais, mais c'est ça. Mais parce qu'en fait, la machine est froide. Donc c'est pour ça, en fait, que tu as tendance à... Parce que j'ai envie de te dire, même si tu mets un psy au milieu de tout ça, par exemple, tu mettras un psy au milieu d'un collaborateur qui fait un feedback à un manager. Comme c'est de l'humain, je suis sûr que la personne, en fait, qui se sent un peu offusquée, tu vois, de ce feedback, va se dire, de toute façon, même si c'est une personne extérieure, elle m'a pas compris, elle ci et ça. Si c'est une machine, c'est froid. Donc, je pense que du coup, ce côté froid peut t'amener à une prise de conscience, tu vois. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, c'est avec mes échantillons à moi, mais quand je parle de ces sujets, il y a des personnes qui disent, moi, certains sujets, je suis pas prêt à demander un feedback à un humain. Je demande à l'IA parce que je me sens pas du tout jugé et j'accepte plus facilement que si c'était quelqu'un qui me le disait, parce que sinon, ça va toucher à mon amour-propre, à mon ego, à mon estime de moi, à ma confiance en moi. Alors, ça veut donc dire qu'il y a un chemin. Par contre, ça veut aussi dire qu'il faut travailler sur la capacité à recevoir du feedback, parce que c'est ça aussi qui crée de la valeur. C'est pas juste la capacité à faire en sorte qu'une IA s'adapte à notre état émotionnel pour nous faire un feedback qu'on recevra mieux, comme on l'a dit tout à l'heure. On arrive à la fin, parce que là, je vois le temps qui tourne. On a expliqué ce qu'était le feedback et l'intérêt du feedback. On a évoqué le fait que le feedback pouvait avoir un impact qui était plus important in fine que l'humain, mais que l'humain restait au centre du jeu, encore une fois. On a parlé aussi des boîtes qui avaient une bonne culture du feedback et que l'IA pouvait être intéressant pour elles quand même pour pouvoir justement cadrer un peu tout ça et avoir une continuité dans cette bonne culture du feedback. On a avancé sur le fait que, à juste titre, mais ça c'est plus une vision de société comme tu l'as dit, l'IA était intéressant moins pour faire que pour apporter du feedback sur le faire entre guillemets pour pouvoir conserver cet esprit critique et je trouvais ça assez intéressant. Et on a terminé là en l'occurrence sur le côté analyse globale du feedback des équipes qui peut être hyper intéressant justement pour prendre de la hauteur en tant que RH et en tant qu'entreprise sur l'ensemble des attentes des collaborateurs et l'ensemble de ce qu'ils ont à dire. Donc on a un peu balayé tout le sujet de feedback sur l'IA, je trouve ça hyper cool. C'est assez intéressant parce qu'on a fait plein de points qui étaient là sur lesquels on a une vraie utilisation de l'IA concrète et différente de ce qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur de la génération, on est plus sur de l'utilisation de la donnée et pour moi, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est l'essence même de l'IA qui est là. Donc je trouve ça très intéressant. Maintenant, je vais te poser la dernière question. Tu le vois comment le future of work? Alors je sais que tu n'aimes pas la prospective à 4, 5, 10 ans, mais si jamais on devait se projeter justement dans 5 ans ou dans 10 ans, tu le verrais comment ce côté IA RH, IA feedback, pas feedback, mais tu le vois comment en fait? Alors j'ai quand même des convictions, donc je vais les partager. Les convictions qui sont plus récentes au début, c'était pas celles que j'avais. Vu les derniers progrès de l'IA, et notamment des agents IA, donc ceux qui, au-delà de te générer un contenu, peuvent faire une action à ta place. Je peux prendre d'autres paris. Souvent, je dis un resto, mais pour montrer que c'est vraiment... Et je tiens toujours mes paris. Qu'il y a le travail, c'est en train de mettre en exergue tout ce qu'on fait qui ne sert pas à grand-chose dans le cadre du travail. Et donc, je pense que ça va bousculer la valeur de plein de tâches, mais aussi ce que les gens appellent la valeur travail. Moi, je considère que le travail, c'est pas une valeur. Il y a un débat là-dessus. Et donc, dans 5 à 10 ans, je pense que dans plein de métiers, on aura un rapport tellement différent à certaines tâches qui, aujourd'hui, sont valorisées, que ça soit d'ailleurs un rôle dans l'entreprise ou certaines tâches. Et donc, concrètement, on aura beaucoup plus besoin des RH. Certains disent, est-ce que les RH vont disparaître ou autre ? Je pense pas, parce que ça va plus vite, je pense, que la capacité du cerveau humain à s'adapter à ce changement de paradigme. Et donc, tous ces métiers, on se dira, en fait, quand on sait que c'est automatisable, plus envie de le faire pour rejoindre ce que tu disais. Et ça va chambouler le rapport au travail de tellement de gens, alors même qu'avant cette vague IA, on est déjà dans une quête de sens dont on parle depuis 10-15 ans. Et là, en 2025, où il y a les chiffres sur les personnes qui veulent travailler à leur compte ou avoir des projets intrapreneuriaux, ils explosent. Et chez les moins de 30 ans, on est quand même à la moitié des moins de 30 ans, là, à date. Je ne sais plus citer... mais j'ai toujours les sources, donc si quelqu'un veut la source, je lui donnerai. La moitié des moins de 30 ans se projettent soit pour rejoindre un projet entrepreneurial, soit pour monter leur boîte, du fait de leur rapport au travail aujourd'hui. Donc si on extrapole avec l'IA qui va montrer à quel point il y a plein de choses qu'on faisait qui sont absurdes, en fait, faire des réunions, faire des comptes rendus de réunions et prendre des décisions,
il y a plein de situations où ça n'aura plus trop de valeur parce qu'on aura pu l'automatiser et on pourra se concentrer sur d'autres choses. Et ces autres choses, c'est là-dessus que je m'arrête parce que qu'est-ce qu'on va faire de ce temps gagné ou autre Je change d'avis tous les mois là-dessus, tellement c'est une question complexe. Je pense qu'on travaillera moins. Moi, j'ai beaucoup bossé sur la semaine de 4 jours et je pense que l'IA va nous aider à tendre vers travailler mieux mais moins. Est-ce que c'est comme ça que ça va vraiment se passer ? Je suis dans un mois un peu plus pessimiste. Parce que travailler mieux et moins, là, tu parles surtout de comment dire, de jobs de service, de jobs qui sont des jobs support ou autres, parce que finalement, travailler moins. Est-ce que les serveurs dans les restos vont travailler moins ? Est-ce que les gens dans le BTP vont travailler moins ? Est-ce que les techniciens de maintenance vont travailler moins ? Dans le potentiel de l'IA, indirectement, on parle souvent des cols blancs qui sont impactés, mais indirectement, les cols bleus peuvent être énormément impactés. On a déjà des chantiers qui sont faits en Chine où il n'y a plus d'ouvriers. Oui, sur la robotisation. Parce que l'IA fait progresser la robotisation qui vient bousculer ou remplacer certains jobs, mais si on prend dans les services à la personne, moi mon exemple préféré pour le parallèle avec les RH, c'est les robots dans la maison de retraite aux États-Unis qui du fait des progrès de l'IA sont un peu plus autonomes et donc le personnel de ces maisons de retraite, en leur donnant des consignes pour dire tiens tu peux aller nettoyer telle pièce alors que normalement tu la nettoies pas, fais-le alors qu'avant j'aurais dû le faire moi-même, le temps qu'ils gagnent, ils le passent à passer plus de temps auprès des pensionnaires de ces maisons de retraite. Et c'est pour ça que je dis que notre cerveau il est quand même mal capé, c'est assez contre-intuitif ce qui est en train de se passer, mais il y a quand même beaucoup de chemins positifs malgré la peur qu'on peut en avoir, pour le travailler. Donc le travailler mieux mais moins, ça marche aussi dans les hôpitaux, pour la police, ou sur tout un tas de sujets où ce ne sont pas des gens qu'on imagine devant un ordinateur et qui peuvent bosser avec ChatGPT. C'est plus complexe que ça. C'est ma conviction à date. Écoute, c'est intéressant. On en reparle dans 3 ans. Voilà, je ne suis pas sûr que j'aurai la même conviction dans 3 ans. Merci beaucoup, Pierre. Merci pour ton invitation. C'était vraiment très, très cool. J'espère que ça aura plu à tout le monde. En tous les cas, moi, j'ai trouvé cet échange hyper intéressant et hâte de voir comment ça va se passer. À bientôt. Merci beaucoup et à très vite pour un nouvel épisode. Félicitations, vous avez encore écouté un épisode du Barbu jusqu'au bout. Le Barbu vous donne des clés pour décortiquer le monde du RH d'aujourd'hui et de demain. C'est gratuit et surtout, c'est fait avec le cœur. Le meilleur moyen de vous aider ? Vous avez juste à mettre un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je compte sur vous et à très vite. Merci encore au Figaro Emploi de soutenir le podcast du Barbu qui parle RH.